bibliothèque, donc je vous mettrai les photos. Mais tout d'abord, j'ai lu le livre Je suis un chat d'Asie. Je suis tombée dessus en fait en allant à la bibliothèque tout simplement. Il était dans les nouveautés, je crois, il était présenté, donc ça m'a donné envie. Donc je lui ai fait une petite chronique. J'ai mis des petits autocollants, vu que je sais pas dessiner, j'ai des choses sur les chats, donc c'est bien. Donc je suis un chat d'Asie de Isabelle Chanlis, désolée si ça se prononce pas comme ça. Illustration de Alissa Lévy. Merci pour une fois que c'est écrit sur un livre, les illustrations. 262 pages. Je pense que je vais quand même le compter dans mon petit mois petite lecture, même si normalement c'est 250 pages. Voilà, on est quand même pas loin. Je vais voir, je réfléchis. Parce qu'on est déjà en mars, mais j'ai pas fait genre l'analyse finale. En genre, j'ai mis contes et légendes, mots-clés, chat, Asie, contes, légendes, morale. Je l'ai lu du 28 janvier au 3 février 2026. Donc oui, je l'ai commencé en janvier, mais plus en février, donc il pourrait compter dans le challenge. J'ai mis uniquement 2 étoiles sur 5. J'ai bien aimé vu que ça parle de chats et beaucoup d'amour pour les chats. Certains petits contes étaient mignons ou rigolos, mais d'autres beaucoup plus horribles envers eux. C'était bien, mais à la fin ça devenait long et un peu répétitif. Voilà, je pense que 50 voire 100 pages de moins aurait fait le truc, parce que souvent en fait les contes voulaient en gros dire la même chose. Alors c'est pas vraiment des choses écrites par l'autrice, hein, c'est des contes de différents pays asiatiques qu'elle citait à chaque fois. Et donc elle les a regroupés sous des petites catégories, on va dire, par exemple l'amour des humains envers les chats, ou les chats sont diaboliques ou sont malins. Enfin voilà, il y avait des petites catégories, et après elle mettait des petits contes et légendes de certains pays. Mais ouais, en fait à force il voulait toujours dire la même chose, donc ça devenait un peu répétitif. Mais c'était quand même sympa, mais voilà, à la fin ça devenait trop long, c'était ça le
3 touristes sont retrouvés assassinés, un harpon de plongée planté en plein cœur. 3 meurtres commis à l'aube accompagnés d'une mise en scène macabre. Pourtant, aucun lien n'unit les victimes qui séjournaient pour la première fois dans l'île. Plus étonnant encore, un étrange vieillard prédit chaque fois les crimes dans leurs plus imprévisibles détails. Magie noire ou machination diabolique. S'engage alors pour le commandant Valéry Cancel et ses 2 adjoints une course contre la montre dans une île au bord du chaos, jusqu'où les entraînera leur enquête vertigineuse. Il est très beau, je ne sais pas si vous verrez bien parce que là la luminosité est un peu baissée, c'est une maison qui prend feu. Et du coup j'ai essayé, vu que ça parle d'incendie, c'est ignoble, hein, bref, j'ai essayé de faire des flammes, voilà, tout simplement, c'est horrible, on arrête. Encore une fois, on ne sait pas qui a fait cette très belle illustration, d'ailleurs ça doit être tout le temps plus ou moins la même personne, parce que il y a une collection, enfin, toujours dans le même style, mais c'est pas écrit. Il y avait 453 pages, donc je l'ai lu en février, mais lui ne rentre pas dans le challenge clairement. Genre roman, fiction, mais inspiré un peu de faits réels. Enfin, il y avait des choses évoquées qui parlaient de l'esclavage et donc qui étaient de faits réels. Mots-clés, meurtre, île, enquête, histoire, Guadeloupe. Je l'ai lu du 6 au 14 février. Lui, il a eu 3 étoiles sur 5. J'ai adoré. Michel Bussy est vraiment très doué pour les enquêtes et les mystères. Je n'ai pas défini l'identité de la personne qui tue. Par contre, au final, ça n'avait pas tant de lien avec l'histoire et l'esclavage. Bah oui, parce que à chaque fois, le meurtrier, en gros, laissait un petit message en lien avec l'histoire de l'esclavage. L'esclavagisme, bref. Mais au final, quand on sait qui a tué, pourquoi et tout, bah ça n'a pas vraiment de lien. Donc on n'a pas appris tant de choses là-dessus et donc c'était la seule petite déception, quoi. Plus on avance dans la lecture, moins on arrive à le lâcher. 453 pages qui se lisent très vite. Alors cette phrase, bah écoutez peut-être pas si vous voulez pas être trop spoilé, mais j'étais pas fan du perso principal et donc ça m'aurait pas dérangé plus que ça qu'il meurt à la fin. Mon préféré c'était clairement Amiel. J'ai noté des petites phrases, ça c'était... J'aimais pas trop le perso principal du coup, mais ça c'était vraiment une des bonnes choses en lui, quoi. Il n'y a pas de plus grand amour, vous savez, accepter de perdre les gens pour les sauver. C'est vrai qu'il avait fait une chose, voilà, qui au final, bah, en conséquence, c'est mal fini pour lui, quoi. Mais bah, il l'a fait par amour, au risque, voilà, que pour lui, ça se finisse mal et ça c'était bien. La vérité, qui veut la connaître, trouvera toujours un moyen de s'informer. Parce que ça parlait pas mal d'internet et tout ça, et comme quoi, bah, on peut toujours trouver des infos. Ensuite, j'ai lu une autre BD encore de Théo Grandjean. J'ai réservé tous les BD de Théo Grandjean à la suite, en fait, à la bibliothèque. Couverture moche encore une fois, mais moins pire que ce qu'on a pu connaître. Donc en fait, en lisant, je sais plus laquelle de Théo Grandjean, bah, peut-être Le Petit Gendarme, j'ai découvert que Elliot au collège, une saga de bande dessinée que l'auteur a écrite, bah qu'en fait il y avait eu un 3e tome. Tout comme L'homme le plus flippé du monde, j'avais pas suivi en fait, donc bah, je me le suis procuré. Donc Elliot au collège 3, Alice en vrai, écrit et illustré par Théo Grosjean, 56 pages, genre BD, fiction, mots-clés, humour, réseaux sociaux, collège, famille, anxiété, amitié. Je l'ai lu le 15 février, 2 étoiles sur 5. J'ai plus trop les 2 premiers tomes en tête. Histoire sympa mais pas ouf non plus. En même temps ça représente peut-être pas trop mal le collège qui est une période affreuse. Quelques incohérences et facilités. La personnification de la sorte de petite voix intérieure plus que de la réelle anxiété, en tout cas dans ce tome là. Elle est bien et rigolote, c'est appréciable. A priori ça donne possibilité à un 4e tome, mais je sais pas si ça va vraiment se faire, mais voilà. Ouais, c'est parce que pour moi c'est elle la vraie.
BD Diane Arbus, Photographier les invisibles, écrit par Aurélie Wilmette et illustré par elle et apparemment aussi Neil et Emma qu'elle citait dans les remerciements, mais du coup c'était pas très précis. Il y avait 210 pages, genre roman graphique, BD, mots-clés, faits réels, années 40 à 70, photographie, vie quotidienne, lu le 17 février 2026. Donc oui, c'est une personne qui a vraiment existé, Diane Arbus, et donc le titre déjà photographier les invisibles donne envie. Et autre, elle parlait du fait que cette artiste, cette photographe, avait donc photographié des gens que notre société essaie d'invisibiliser, genre les handicapés par exemple. Mais vous allez comprendre que ça n'a pas été aussi bien que je pensais. Potentiel non exploité, grosse déception. Je n'ai pas du tout aimé le style graphique déjà, mais bon, ça si l'histoire est bien, je peux passer outre. La première grosse moitié, parce qu'en plus c'est une grosse BD, hein, la première grosse moitié parle que de sa vie, qui désolé n'était pas très intéressante. Vers la fin, on arrive enfin à la photographie des invisibles, mais ça ne va pas dans le détail et on l'évoque à peine. Dès le début, elle a hâte de mourir, c'est ce qui est dit. Donc je comprends pas pourquoi elle meurt si tard. Et attention spoiler si vous voulez pas savoir, je comprends pas pourquoi elle se suicide si tard. Pendant tout le livre aussi, je me demandais qui s'occupait de ses filles parce qu'on les voit jamais. Par contre, elle avait une personnalité originale et en avance sur son temps à l'époque. Et aussi son mari et un de ses amis, ils avaient des façons de voir et de faire les choses que même maintenant sont pas forcément très bien vues et qui sont pas la norme en tout cas. Donc pour l'époque c'était vraiment très original et à la limite j'aurais préféré qu'on évoque plus ça, mais surtout qu'on évoque son idée donc de photographier les invisibles et qu'on parle d'eux et de ce travail qu'elle avait fait. Mais là il nous en parle genre 2 pages et après elle meurt en mode elle a fait ça presque pas longtemps, ce qui est peut-être le cas, mais quand même c'était important comme truc. Donc bah ça aurait pu être trop bien, mais comme je l'ai dit, potentiel non exploité à mon humble avis. Donc petite citation, j'ai parfois peur qu'en nous mariant je l'empêche d'être elle-même. Autre citation, j'ai toujours eu l'impression que sans mon appareil photo j'allais disparaître et ce sentiment ne cesse de s'accentuer avec le temps. Et dernier livre de cette catégorie, je me suis trompée d'ailleurs, je l'ai lu avant celle-ci, mais bref, c'est pas très grave. Une BD, encore une fois, la couverture est pas trop horrible. C'est un oiseau, un corbeau plus ou moins. Ça reprend l'illustration de la BD. C'est la BD Le Spectateur, écrite et illustrée par Théo Grandjean. C'est bon, après je vais faire une pause. 166 pages, BD, fiction, mots-clés, spectateur, très original. Vie quotidienne, famille, amitié, art, mutisme, lu le 16 février 2026, donc la veille de l'autre, je me suis trompée dans l'ordre, bref. 2/5. Angle très original, surprenant et intéressant à lire et à voir. Pour ça, j'aurais presque pu mettre 3 étoiles. La vie du personnage principal est horrible. Il lui arrive que des trucs affreux tout du long. Le côté muet passe bien et on s'ennuie pas. J'aime toujours bien le style graphique de l'auteur et dans celle-ci, les couleurs. On voit malgré tout Samuel, donc le personnage principal, grâce au miroir et même sans, c'était bien, mais je trouve ça cool que l'auteur ait pensé à ça. Parce qu'en fait, dans ce livre, le personnage principal, on est dans son angle de vue. En fait, on le voit pratiquement pas, comme je disais, on le voit juste quand il se regarde dans le miroir. Ce qui n'aurait donc pas été obligé. Franchement, c'était pas grave, ça manquait pas qu'on le voit pas, mais c'était quand même cool. Mais du coup, voilà, il est spectateur de sa vie, quoi. Il voit comme nous, on voit notre vie. Et j'ai trouvé cet angle très très original, ouais, très intéressant, très bien de faire ça. Après, l'histoire en elle-même était pas exceptionnelle, mais cet angle était très cool, enfin très bien exploité ça. Et ouais, vraiment horrible sa vie. Et du coup, il est muet tout du long. Enfin, c'est pas expliqué pourquoi ou quoi. Est-ce que c'est muet, une maladie, quoi que ce soit, bref. Mais donc, il parle pas, jamais. Mais malgré ça, on s'ennuie pas. Les autres parlent, il y a quand même du dialogue. Enfin, pas vraiment du dialogue. Enfin, pas de communication en soi. Mais les autres parlent quand même. Donc, il y a quand même des paroles et tout. Et ça parle de l'art aussi. Enfin, franchement, c'était bien. J'ai bien aimé, mais pas exceptionnel. C'est pour ça que j'ai mis que 2. Mais presque 3, j'hésite, je devrais mettre 2,5 parce que vraiment l'angle était intéressant, j'avais jamais vu
les gens ne rendent